Bonsoir, bonjour, selon votre position. Je vais faire une série de vidéos sur, disons, les relations entre l'Ashanti et puis le littoral de la Côte de l'Or. Disons, entre le début du 19e siècle et la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire entre, disons, 1806 et 1874. Les relations entre l'Ashanti et la côte n'ont pas été aisées. Il y a eu souvent, disons, des conflits. Je voudrais mettre en exergue ces aspects de l'histoire des rapports entre la Confédération Ashanti et le littoral, principalement le littoral Fanti. Alors, le premier grand choc entre l'Ashanti et le littoral Fanti a eu lieu au tout début du 19e siècle. Alors, l'une des causes que souvent des auteurs évoquent, que je ne partage pas, des auteurs disent que ces rapports entre l'Ashanti et le littoral Fanti ont été difficiles à cause de la question de l'accès direct à la côte par les marchands Ashanti. Je dis qu'il ne s'agit pas de cela. Depuis toujours, les peuples du littoral ont laissé ceux de l'intérieur venir au fort parce que c'était de leur intérêt. Voilà. C'était de leur intérêt. Vous voyez. D'ailleurs, quand ils arrivaient dans les zones où il y avait les forts, mais les chefferies et les royaumes qui contrôlaient ces zones-là bénéficiaient, je peux dire, de présents de la part des marchands. Donc, les dirigeants de ces chefferies-là ne pouvaient pas être hostiles à l'arrivée de marchands venant de l'intérieur sur les côtes. Donc, vous voyez que ce n'est pas vrai, cette idée-là. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, dans aucune des causes immédiates de conflit entre l'Ashanti et le littoral Fanti, les Ashantis ne se sont plaints de ce qu'on ne leur permettait pas de venir vers les forts ou de venir dans les forts. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de cela. Or, beaucoup d'auteurs ont souvent écrit sur cet aspect-là. En réalité, ce n'est pas vrai. Les Européens eux-mêmes avaient recours à des courtiers locaux, généralement originaires des zones où étaient les forts. Et ce sont ceux-là qui, au nom des Européens, traitaient avec ce qu'on appelle les batafos. Les batafos, disons que ce sont les marchands qui pratiquent le commerce à longue distance et qui viennent de l'intérieur. Mais cela ne veut pas dire que des marchands aussi qui sont sur la côte ne peuvent pas aller loin à l'intérieur pour faire du commerce. Si, certains pouvaient quitter le sud pour aller plus au nord pour faire le commerce. C'est ainsi que dans l'ouvrage du père Godefroy Loyer, on a vu que des populations quittaient la zone des îles Wotile, la zone d'Asoko, et ils allaient jusque dans la zone de Anin Soko pour faire du commerce, qui est beaucoup plus au nord, qui correspond aux zones Bron. Donc vous voyez que souvent, donc, comme je l'ai dit, les arguments avancés par ces auteurs, quelquefois des auteurs européens, repris par idées reprises par des historiens africains, n'est pas juste. Pour avoir accès aux marchandises européennes, il y avait un moyen facile pour contourner les courtiers locaux originaires du littoral. Cela consistait pour un marchand de l'intérieur à s'installer et à résider près du fort et de devenir lui-même un courtier. Si bien que beaucoup de rois avaient des courtiers, c'est-à-dire qu'ils avaient donc des batafos. Ils avaient donc des marchands à longue distance à leur service.
Alors, c'est ce que feront notamment certains marchands, ce qu'on appelle les marchands akanistes, en fait, qui venaient des zones du royaume Adansé, des royaumes Hachem, etc. Regardez ma vidéo que j'ai appelée les cartes de mes vidéos. Les cartes de mes vidéos. Je présente les cartes des différentes régions à Caen dont je parle. Voilà. Donc, c'est ce que feront donc des marchands akanistes au XVIe et XVIIe siècle. Alors, les Ashantis vont faire de même. C'est ainsi que de nombreux Ashantis vont s'installer à Elmina, dont le nom véritable est Edena. Voilà, ils vont s'installer à Elmina. Donc, l'accès direct au fort n'a jamais été la raison des conflits entre l'Ashanti et le littoral Fanti ou le littoral de la Côte de l'Or en général. Oui. Donc, cet argument avancé par ceux qui m'ont précédé sur la question n'est pas juste. Les Européens donnaient leurs marchandises à qui ils voulaient et choisissaient librement les courtiers avec qui ils voulaient travailler. Voilà. Donc, c'est ça les faits. C'est ça les faits. Les chefs locaux n'influaient nullement sur eux à ce niveau-là. Voilà. Ils ne gênaient pas les Européens à ce niveau-là. Leur politique en la matière était très libérale. Donc vous voyez que ces royaumes à Caen-là, c'était vraiment la liberté du commerce. C'était souvent les Européens, les compagnies européennes qui étaient réfractaires à la libre concurrence et qui voulaient des monopoles. Mais les Africains voulaient vraiment la liberté du commerce. Et c'est ça. C'est ce qui est souvent aussi même refusé à certaines de nos républiques. C'est ça les faits. Ils se contentaient de percevoir des rentes sur les forts. Voilà. Les chefs percevaient des rentes sur les forts. Voilà. Parce que c'est sur les terres que ces forts ont été érigés. Donc, ils percevaient des rentes. Quelquefois, qui sont appelés coutumes. Voilà. Les voyageurs européens, français notamment, appelaient cela les coutumes. Et puis, ces chefs, ces rois avaient eux-mêmes des courtiers à leur service, sans compter les cadeaux que leur faisaient les marchands étrangers de passage dans les zones qui sont sous leur autorité. Donc, vous voyez, chacun gagnait, bénéficiait justement de ces échanges-là, de ce commerce-là. Donc, le libre passage des marchands ne se posait pas. Et même quand la guerre éclatait ou un litige quelconque éclatait, cela était conjoncturel et n'était pas permanent. Et puis, on n'agressait pas des marchands qui ne sont pas hostiles, qui veulent simplement passer pour aller faire du commerce. Voilà, c'était comme ça. Alors, maîtres ouvrages ont privilégié l'étude des relations entre l'Ashanti et les Britanniques, faisant du coup des populations du littoral des acteurs secondaires dans ces rapports. Souvent, on parle des relations entre les Ashantis et les Britanniques, alors que d'abord, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'abord des relations des Ashantis et des populations et des royaumes du littoral. Comme toujours, les Européens veulent toujours se mettre en première ligne. Et ça, c'est un problème. Voilà. Il y a plusieurs documents comme ça qui mettent en première ligne les Britanniques dans leurs relations avec les Ashantis. Oh non, il s'agit des relations entre les Ashantis et puis leurs frères, enfin, je veux dire, leurs frères africains du littoral. Or, les Ashantis eux-mêmes ne manquaient pas, au cours de leurs expéditions militaires, de clamer qu'ils n'avaient pas affaire aux Britanniques, qu'ils n'avaient pas affaire aux Blancs. Ces derniers, à leurs yeux, n'étaient là que pour faire du commerce. Donc, vous voyez, donc, les déclarations même des Ashantis contredit toute la littérature que les Européens ont eu à faire concernant les relations entre Anglais et puis Ashanti. Or, les Britanniques, depuis le traité de protectorat de 1844, se voulaient les protecteurs et alliés des gens du littoral qu'ils entendaient, d'après eux-mêmes, soustraire de la cruauté des Ashantis. Comme toujours, la stratégie du colonisateur opposée en Afrique les uns aux autres. Ça n'a pas changé. Voilà. Les Britanniques se prétendaient être protecteurs des populations du littoral face à la cruauté
des Ashanti. Voilà, vous voyez. Alors là encore, c'est une stratégie simplement de colonisation, voilà, de prédateurs. Eux-mêmes sont des prédateurs. Alors les Anglais notamment se disaient choqués que chaque agression des guerriers Ashanti laissait la côte dans un état déplorable sur le plan sanitaire et cela perturbait notamment les activités marchandes. Bon, quelquefois, quand il y avait des incursions à Ashanti, il pouvait y avoir soit momentanément des épidémies de variole, de typhus, etc. Bon. Évidemment, c'est clair que la paix est un préalable au développement des échanges, auxquels bon, les Anglais tenaient beaucoup. Ça, c'est sûr que les Anglais tenaient beaucoup. Mais il n'y a pas eux qui tenaient beaucoup à cela. Tous les Africains, y compris les Ashanti, même tenaient à cela, parce qu'eux-mêmes, ils avaient besoin, puisque c'est une confédération guerrière, donc elle avait besoin de fusils, elle avait besoin de poudre à canon, etc. Alors, les premiers acteurs de cette histoire sont donc les Ashanti et la population du littoral. Moi, je mets l'accent sur les rapports entre les Ashanti et les populations du littoral. Et pour moi, les Anglais et les Britanniques sont des acteurs de second plan qui n'entrent pas en scène, qui n'entrent en scène que quand la guerre éclate entre les deux premiers acteurs. Voilà, c'est ce que moi j'indique. Alors, le recours au protectorat en 1844 par les chefs du littoral, de leurs propres chefs, sans contrainte aucune, souvent leur fait échapper un peu à l'emprise des Ashanti. C'est ainsi qu'on voit que eux-mêmes, donc progressivement les chefs du littoral, eux-mêmes ils optent pour, je peux dire, l'ordre britannique contre l'ordre Ashanti. Voilà, donc ça c'est un fait d'histoire qui est important. Alors, en 1806, un conflit va opposer trois chefs qui étaient précédemment en Adansé. L'Adansé, c'est une région qui est au sud de l'Ashanti. J'ai fait une vidéo sur l'Adansé. En Adansé, au départ, les chefferies se limitaient à des villages. C'était des villages qui étaient autonomes, des chefferies qui étaient autonomes les unes des autres. Il n'y avait pas un royaume Adansé. Voilà. C'est par la suite que cela va naître. Mais entre eux, ils avaient un système de protection, de défense. Voilà. J'explique ça. Vous pouvez regarder ma vidéo sur la dansée. Donc, trois chefs précédemment qui étaient en Adansé sont venus dans une zone qui est au sud du Pra, qui est entre la dansée et le Fanti qu'on appelle Assen. Voilà. Alors, ces chefs-là, au départ, ont eu un conflit, ont eu des mésententes. Et l'affaire sera portée devant le roi des Ashanti, Osei Bonsou Pani, qu'on appelle aussi Osei Tutu Kwamina. Alors, ces trois chefs en question sont Kwaku Apouté, Tibou et Amon. Les deux premiers commettront un crime de lèse-majesté en méprisant les actes de médiation du roi des Ashanti et se réfugieront dans le Fanti. Donc, Kwaku Apouté et puis Tibou vont préférer se réfugier dans le Fanti que d'accepter le verdict que s'apprêtait à donner la cour du roi Osei Bonsou Pani. Alors, le roi Osei Bonsou Pani, qu'est-ce qu'il fait devant ce crime de lèse-majesté? Il envoie un message avec 20 onces d'or, 20 onces de poudre d'or, comme présent pour obtenir du chef des Sikouman le passage des troupes Ashanti sur ses terres, pour pourchasser ces deux chefs qui sont en fuite. Alors, en 1807, donc une année après, des guerriers Ashanti franchissent le Pra, parce que le fleuve Pra était vraiment, je peux dire, la frontière entre la zone sous contrôle direct de l'Ashanti et puis les populations qui sont dépendantes du littoral. Voilà. Et ils se mettent donc, ces guerriers Ashanti là, ils se mettent à la poursuite donc des deux chefs, à savoir Kwaku Apouté et Tibou. Mais les chefs Fanti vont s'interposer. Ils vont dire qu'ils ne permettent pas le passage des guerriers Ashanti. Et cela va
finir en affrontement. L'affrontement sera inévitable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Des prisonniers Hassen et Fanti sont faits par les guerriers Ashanti. Et parmi ces prisonniers-là, il y a un chef Fanti important qu'on appelle Atta et qui était dans la zone de Aboura, qui était de la chefferie de Aboura. L'armée Ashanti marche contre la localité d'Anomambo, puis va en direction de Winneba. Winneba qui est beaucoup plus à l'est. Qui est beaucoup plus à l'est, bon, qui n'est pas trop loin de Dakar. Voilà. Et les troupes Fanti sont mises en déroute, notamment dans la localité de Abakrampa. L'état de guerre va persister jusqu'en 1816, vous voyez, de 1807 à 1816. Et c'est une épidémie qui va amener les troupes Ashanti à rebrousser chemin, à repasser le fleuve Pra pour retourner en Ashanti. De nombreux Fanti, femmes, enfants et vieillards vont trouver refuge aux abords du fort d'Anomambo. Tibou et Apouté, les deux chefs concernés qui fuyaient donc, après l'attaque contre Aboura, iront à Nomambo, puis à Cape Coast, dont le véritable nom est Ogwa. Cape Coast Castle, où il y avait justement le fort des Anglais. On appelle Cape Coast Castle. Mais la zone même, Cape Coast, est appelée Ogwa. Ça veut dire simplement le marché. Donc vous voyez que c'était vraiment un lieu de commerce. Et après négociation entre le gouverneur anglais Toran et le roi Osei Bonsu-Pagny, Tibou est livré aux Ashanti et aussitôt exécuté. Voilà. Voilà. Sur la plage d'Anomambo, les guerriers Ashanti vont se livrer vraiment à un véritable massacre. Le roi Osei Bonsu-Pagny prendra personnellement le commandement général des troupes. Ah oui, parce que le roi des Ashanti, c'est un roi guerrier. C'est un roi guerrier. C'est d'ailleurs à la suite de cette campagne qu'il prendra le surnom Bonsu. Bonsu. C'est-à-dire la baleine. Voilà. Donc alors il sera connu sous le nom de Osei Bonsu-Pagny. Au départ son nom c'est Osei Pagny, mais bon, avec cette incursion sur le littoral, bon, il prend le surnom de Bonsu, qui est le nom de la baleine. C'est comme ça. D'ailleurs aussi, il était connu aussi sous le nom de Osei Asibé, ou aussi Osei Tutu Kwamina. Voilà. Donc, il estimait avoir montré sa puissance sur le littoral. Voilà, comme le ferait le plus gros mammifère marin dans l'océan. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, cette vidéo-là, sur les relations entre l'Ashanti et le littoral Fanti, je vais le faire en plusieurs séances. Voilà, ce sera plusieurs séances. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je remercie ceux qui ont de l'intérêt pour ces vidéos-là, qui montrent des aspects de l'histoire de l'Afrique, de nos ancêtres. L'histoire de nos ancêtres. Vous voyez, c'est cela. Nos ancêtres étaient sans complexe. C'est cela. La pression qu'il a exercée, le roi Osei Bonsu-Pagny, la pression qu'il a exercée, notamment dans la zone de Cape Coast, a amené justement le gouverneur à livrer justement l'un des chefs qui était en fuite et qui a commis un crime de lèse-majesté vis-à-vis du roi des Ashanti. Et bien, cette université, comme je l'ai dit là à Abidjan, Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire. Merci et bonne soirée à tous.